Salut, je m'appelle Maude Ravenel et vous écoutez Pamplemousse sucré, le balado qui vous transporte dans l'univers créatif des artistes. Cette semaine à Pamplemousse sucré, je reçois Salomé Perly. Multi-instrumentiste, autrice, compositrice et interprète, elle se distingue par son amour des pièces instrumentales et sa volonté de pousser l'exploration musicale jusqu'au bout, quitte à casser les codes musicaux. Vous allez voir que Salomé Perly, elle a toute une imagination pour créer ses œuvres. Elle nous ouvre donc les portes de son univers et nous fait découvrir sa démarche artistique. Sur ce, bonne écoute! Allô Salomé. Allô Maude. Toi, tu as commencé ton parcours en tant que violoniste quand tu étais toute jeune. À quel âge tu as commencé à jouer du violon? À 5 ans et demi. C'est jeune, mais en même temps, j'ai envie de dire c'est vieux pour un violon parce que des fois, on les voit à l'âge de 3-4 ans. C'est pas si jeune, mais si j'avais pas commencé aussitôt, je pense que j'aurais jamais tenu aussi longtemps. Parce qu'on apprend aussi beaucoup plus vite quand on est un enfant. Donc j'ai la chance d'avoir été mise très tôt dans cet instrument. Est-ce que tu aurais choisi d'autres choses avec le temps quand tu y repenses? D'autres instruments, genre? Ouais. Ben, en fait, j'ai commencé le violon. Pourquoi tes parents ont décidé en fait de te mettre au violon? Parce qu'à 5 ans, c'est sûrement eux qui ont plus pris la décision Ah non, c'est moi. que toi. C'est toi? C'est moi, ouais. Je mourais d'envie de jouer de cet instrument. J'étais fan de Vivaldi. Fait que je dansais dans ma chambre sur du Vivaldi quand j'étais enfant. Nerd. Fait que déjà jeune, oh my God, j'adore ça. Fait que Ouais, déjà ouais. jeune, t'avais déjà... tes parents t'avaient initié à Vivaldi. On va commencer par ça parce Ouais. que Ouais. tes parents écoutaient sûrement de la musique classique, j'imagine. Mais j'ai un papa qui est fan d'opéra italien, qui en écoute absolument tous les jours de sa vie. Donc ça me met déjà dans un certain contexte. Puis après ça, j'ai une maman qui est absolument passionnée de musique et qui est musicienne aussi. Et moi puis mes frères et sœurs, elle nous a toujours emmenés voir des spectacles à l'école de musique de notre ville natale. Et c'est ça, moi, j'avais vraiment bloqué sur le violon. Genre, il fallait absolument que je fasse du violon. Et quelques années après, j'ai bloqué sur le piano et la flûte traversière, fait que je me suis ramassée à faire les trois. À un moment donné, dans ma vie d'ado, j'avais ces 3 instruments. Et que t'avais encore le temps d'avoir une vie sociale? Ouais, ben l'école de musique, c'était mon cadre social, justement. Donc, c'était quand même... tu sais, c'était pas le conservatoire, donc je pratiquais pas énormément, mais suffisamment pour progresser. Puis toutes mes amies étaient à l'école de musique, donc je socialisais beaucoup là-bas. OK, fait que ça allait quand même. C'était un bon équilibre, on peut dire. Ouais, absolument. Tu as commencé avec du classique. On dit souvent que tous les musiciens doivent passer par le classique, que c'est donc important. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Parce que maintenant, tu as exploré plein d'autres styles, donc je me sens très à l'aise de te poser cette question. Je pense que j'aurais pas de réponse universelle. Ce que je constate, moi, c'est que la rigueur que ça m'a apporté me sert encore aujourd'hui, parce que la musique classique nécessite de construire une technique instrumentale et de comprendre la mécanique de l'instrument. Donc tu passes forcément par des moments où tu es un petit peu déconnecté de l'émotion, l'émotivité, mais en attendant, tu apprends avec ton corps à faire sonner l'instrument du mieux possible. Puis aussi, si tu veux progresser, il faut avoir une rigueur dans ta pratique, une régularité. Puis ça, c'est quelque chose qui sert dans la vie professionnelle de tous les jours. Maintenant, on connaît tellement d'artistes qui n'ont jamais fait aucun conservatoire, qui ne savent pas lire une note de musique et qui sont quand même tellement touchants. Je veux dire, moi, je fais souvent une petite référence à Björk, qui est mon artiste préféré. Puis qui, je crois, à l'âge de 10 ans, elle a dit fuck à son conservatoire de Reykjavik en Islande, puis elle est juste partie faire un groupe de punk, ce qui l'empêche pas de faire des arrangements pour des cordes, des cuivres, des choses vraiment à grande envergure dans ses albums après, tu vois. Mais en tout cas,
quand j'enseigne la musique, je fais toujours goûter aux gens la musique écrite, la musique classique, romantique, contemporaine. Je trouve que c'est super, comment dire, ça vaut quand même la peine beaucoup de mettre les mains là-dedans. Juste pour... L'essayer, dans le fond, c'est un, l'essayer, puis deux, ça apporte quand même une rigueur, ça apporte quand même quelque chose que peut-être que les autres styles n'apporteraient pas. déjà, puis aussi, ça apporte aussi une conscience historique de où est-ce qu'on est parti dans la musique. Parce que, par exemple, en jazz, avant même de goûter à ce qui se fait actuellement, reprendre les bases et partir vraiment des années 50, plutôt des années 30, voire des années 20, tu sais, de voir d'où est-ce que tout ça est parti, ça nous permet aussi de mieux suivre l'évolution de toute une culture autour d'une musique. Et ce qui fait qu'après, quand tu as conscience de tout ça et que tu as goûté à tout ça, tu te sens plus aussi à ta place, je dirais, quelque part, quand tu joues cette musique-là. Puis s'intéresser à l'histoire de la musique, c'est juste infini. Moi, ça me Ça te fascine. passionne, hein? Ouais. Je l'ai vu Ouais. dans tes yeux, t'étais comme ceci et une de mes passions. Ouais. Mais genre, tout style de musique est lié à une situation politique, à une situation culturelle. Et c'est là que tu vois que la musique a eu un impact sur des transitions dans des peuples, dans des tribus, dans des mouvements sociaux super importants. C'est pas juste un hobby, c'est quelque chose qui marque les civilisations. Fait que, ouais, je pense que c'est important d'avoir notion de, OK, voici d'où est-ce qu'on est parti, voici où on est rendu aujourd'hui. Puis voilà, c'est ma vision. Donc, plus loin que seulement apprendre l'instrument. C'est important d'aller Exact. voir plus loin Ouais. qu'est-ce qui s'est passé derrière tout ça pour vraiment Ouais. bien comprendre ce qu'on fait. Mhm. T'es ensuite arrivé au Québec Ouais. parce que tu viens du sud de la France. Oui. Tu fais verser les gens chanceux qui Mhm. n'ont pas d'hiver. Il y en a un, mais il est moins enneigé que ici. T'es arrivé au Québec et t'as été étudier en musique à l'université. Tu peux-tu parler un petit peu de ton parcours que t'as fait à ce moment-là? Parce que là, t'as quitté le classique. Ben, j'avais quitté le classique avant même d'arriver au Québec. Est-ce que c'est maintenant que tu nous parles du band de métal dans lequel t'as joué? Oh mon Dieu, t'as fait tes recherches? Je peux t'en parler, mais oui, en même temps que j'étais au conservatoire, j'avais un band de métal dans lequel je chantais et je screamais. Puis j'avais aussi un... Mais un band de métal, honnêtement, il paraît que c'est pas si loin, hein, la musique métal et la musique classique. Il paraît que c'est quand même assez, j'ai envie de dire, peut-être difficile à jouer par moment. Il y a quand même un défi plus que la pop. Il y a quand même une notion de virtuosité en métal pour les guitaristes, les batteurs. Puis tout ça a certainement un lien avec la musique traditionnelle. Après, le lien direct avec la musique classique, je le vois peut-être dans le métal symphonique, qui est clairement orchestré pour que ça sonne comme un orchestre. Mais les racines du métal sont super riches. Puis, genre, moi, mon postulat, c'est qu'il y a forcément un style de métal que t'aimes dans la vie. Si tu dis que t'aimes pas le métal, on va passer à travers tous les styles possibles, puis on va réussir à t'en faire aimer un parce que c'est infini. Mais c'est ça, j'étais chanteuse dans ce band-là. Puis j'étais aussi violoniste dans un band comme de cover de musique de films, jeux vidéo, tout autour des films d'animation japonaise de Miyazaki. Puis avec ce band-là, c'était comme plus pop, rock, classique, un petit peu de tout. Mais c'est ça, donc j'ai jamais stick to la musique classique pendant vraiment une période de temps. J'ai toujours fait plein d'autres choses. Je composais aussi de la musique électronique, genre... Après ça, j'ai baigné d'un petit peu dans le jazz, les musiques actuelles. Donc ça a toujours été hum, mon ancien mentor dirait éclectique et contrasté comme parcours. Je suis quand même d'accord. Je suis quand même d'accord. Ouais, mais c'est ça, j'avais et j'ai toujours cette curiosité de découvrir plein de choses en musique. Puis voilà, c'est pour ça que ma carrière, c'est toujours des phases assez différentes. Et mais
c'est comme ça que j'aime vivre mes explorations musicales. Mais Et là, finalement, t'es venu au Québec. ouais. T'as quitté ton band de métal et t'es arrivé au Québec pour faire tes études. Pourquoi avoir choisi le Québec? Alors, c'était un hasard de la vie. OK. Donc, dans mon... On appelait ça un pôle supérieur. Donc, ce qu'il y a après, comme l'école... comment dire? Après, ce qui se rapprocherait du cégep en France, on a les pôles supérieurs d'enseignement où on fait comme un bac. Et l'école dans laquelle j'étais avait un partenariat avec l'Université de Montréal dans un cursus de musique numérique. Et personne n'avait jamais fait l'échange dans ce cursus-là. Donc, tu t'es dit, Et voilà, moi, j'étais un je fais la cobaye. marque. Ouais, ouais. Puis ça devait être pour 4 mois au début. Une session d'hiver, hiver 2018, dans le cursus de musique numérique. Et là, j'ai l'impression d'avoir trouvé un petit peu ma place dans le monde de la création parce que tu es juste entouré de gens qui créent de la musique avec à peu près tout ce qui est possible de créer. Puis les cours, les professeurs que j'ai eus pendant ces 4 mois, ça a vraiment ouvert mes perceptions. Donc après ça, j'ai prolongé un petit peu mon séjour, puis finalement, je suis revenue un an plus tard pour faire le DESS en musique numérique, finalement la maîtrise en composition. Et Avais-tu prévu étudier pendant autant d'années? non, Est-ce non, que t'aimes l'école? j'adore l'école. OK, bon, alors ça va. J'adore apprendre, mais c'est aussi un piège parce que quand t'aimes apprendre, t'as l'impression que ça finira jamais. Et donc, tu peux aussi comme rester à l'école toute ta vie. Puis ça, c'est quelque chose que T'aspires pas. Ben non, c'est ça. Parce qu'à un moment donné, c'est quand même beaucoup d'investissement. Puis genre, quand il faut rédiger un mémoire, là, ça te coûte plus en énergie, mais ça vaut vraiment 100% le peine. Genre, je suis pro Université de Montréal, cursus de musique numérique, définitivement. Je conseille à tous les créateurs, créatrices d'aller étudier là-bas. OK. Fait que ça, t'as vraiment aimé ça. Et c'est là que t'as plus commencé à faire de la musique expérimentale, toucher à l'improvisation aussi un petit peu, j'imagine? Alors, l'improvisation, j'en faisais déjà parce que dans mon bac en musique actuelle en France, il y avait des cours d'improvisation libre. Et ça, j'ai appris ça avec un maître qui a développé une pédagogie autour de ça. Une pédagogie très précise. Donc, tous les mois, j'avais des workshops de musique improvisée déjà avant ça. Et à Montréal, j'ai découvert d'autres manières de faire de la musique improvisée avec justement du monde en électroacoustique. Donc là, c'est genre un autre univers qui s'est ouvert à moi. Puis la scène de musique improvisée à Montréal est tellement riche et variée Ouais. qu'en fait, ben, tu as l'occasion d'explorer toutes les semaines, d'aller écouter des concerts de musique improvisée. Donc, c'est ultra stimulant. Ouais, ça, c'est quand même très bien. Mhm. Puis, j'ai l'impression que tu étais peut-être une enfant qui aimait bien un petit peu déroger du cadre. Est-ce que ça se peut? Considérant comment aujourd'hui tu aimes explorer, est-ce que tu tentais l'improvisation de la musique classique? Est-ce que... Ah, comme si c'était un moyen de fuir un petit peu le cadre, tu veux Ben, dire? non, pas nécessairement. Juste comme tu sais, en musique classique, souvent, il n'y a pas d'improvisation. Est-ce que toi, tu te lançais dans l'improvisation en musique classique? Parce que tu as l'air très à l'aise aujourd'hui en impro. Ouais. Bah, tu vois, c'est drôle parce que justement, quand on s'intéresse à l'histoire de la musique, on se rend compte qu'avant le, le courant musique classique, quand on va vers la musique baroque, il y avait de l'improvisation. Donc, genre, cette espèce d'idée reçue qu'on a que la musique classique, il n'y a pas d'improvisation, c'est vrai, mais il y en avait avant. Donc, c'est... L'un n'est pas opposé à l'autre, en quelque OK, sorte, c'est là où je vais. OK. Mais moi, j'ai eu la chance de faire les deux en même temps, c'est-à-dire que l'improvisation libre, il y avait des ateliers qui étaient donnés dans mon conservatoire en France. Donc, je sortais de ma classe de violon, je venais de faire 1 heure de technique pour mon concerto, puis là, j'allais dans la classe de Denis Badeau j'avais aucune idée de ce que j'allais faire là-dedans. Au début, j'avais l'impression que c'était la cour de récré. Puis ça m'a pris quelques années avant de réaliser à quel point c'est juste un espace pour explorer
sa singularité pour comme se défaire un petit peu de nos pensées parasites avec la musique instrumentale, puis apprendre à s'exprimer et à interagir avec n'importe quel autre musicien, n'importe quel autre instrument, peu importe le style. Fait que ouais, Ça a été très formateur au final. ça a été un life-changing en bon français. Puis aujourd'hui, t'aimes ça casser les codes? T'aimes ça faire la musique expérimentale, casser un peu les codes, j'ai l'impression? Alors Sortir un peu j'aime du cadre? je sais pas si je les casse les codes volontairement, mais ce que j'aime, c'est utiliser chaque esthétique en fonction d'un message que j'ai envie de faire passer ou d'une thématique que je veux explorer. Puis c'est pour ça que souvent les gens qui écoutent mon album sont comme c'est complètement flyé. Il y a à la fois du classique, de la pop, de l'expérimental, du jazz, des musiques plus traditionnelles. Et pour moi, c'est vraiment un compliment quand on me fait ça. Mais par rapport à l'industrie musicale, c'est plus un défaut parce qu'on n'arrive pas à te mettre dans une boîte. C'est justement ça que j'allais te demander. Tu me Mhm. devances, mais tu sais, quand on parle souvent des budgets, des subventions, on veut dire, OK, cet artiste-là, c'est un artiste jazz, c'est un artiste classique, même quand c'est la remise des prix, tu sais, quand il y a des galas, Ouais. comment tu le vis, ça? C'est ultra énergivore pour moi et c'est ultra stressant. Parce que j'arrive jamais à me mettre dans une seule case. Donc j'adapte mon discours en fonction des contextes. Genre, pour dépendamment du festival auquel je vais appliquer ou de la subvention que je vais demander, ben, je vais adapter mon discours par rapport à par rapport au cadre, en fait, au centre d'intérêt du diffuseur ou du festival. Mais c'est pas comme si je les manipulais, tu vois? C'est que Non, dans c'est ma que tu fais musique, plein de il y a du styles. Ouais. jazz, il y a de la chanson, il y a des arrangements plus comme de musique progressive. Il y a des fois des bouts comme plus rock metal. Genre, il y a chaque personne qui Mhm. écoute un seul style va se retrouver dans ma musique. C'est plus ça que j'essaie Ouais, de faire comprendre. je comprends. Je Mhm. comprends très bien. Puis on revient au cadre. Est-ce que tu penses que tu as réussi à en briser des cadres? Ben oui, je pense que le fait que mes 2 albums soient inclassables, Ah, c'est, c'est super intéressant, ça. ben Ben intéressant. Je veux dire, je l'avais pas lu. Mais non, mais c'est intéressant que tes 2 albums n'y arrivent pas du tout à les classer nulle part. Comme ça veut dire que tu fais vraiment quelque chose de unique. j'ai l'impression, mais on dirait que j'ai du mal à dire, ma musique est unique. Je pense que chaque, créateur, créatrice fait quelque chose d'unique, mais ce que je peux affirmer, c'est que ma musique est pas, En tout cas, elle est est diversifiée. pas, labelisable. Elle est pas, étiquetable. Ouais, c'est sûr que c'est pas nécessairement pratique et le fun pour toi. Tu as sorti 2 albums, Dissonante et Chant de l'âme. Mmh. 2 albums où moi, j'ai écouté les 2. Il y a quand même une continuité. On reconnaît quand même ta signature. Est-ce que tu Mmh. considères que c'est une signature? Je pense que oui. Harmonique, rythmique, vocale aussi. Je pense que j'ai un timbre de voix, à moi, j'ai l'impression. Quand je l'ai écouté, parce que bon, j'ai écouté il y a 2 jours, le dernier album, ça me faisait un peu penser, puis tu sais, tu as dit que justement tu as fait de la musique de film. J'avais un peu l'impression, par moments, d'être dans Walt Disney. J'adore. Dans les films de Walt Disney, mais pas parce que c'était enfantin ou quoi que ce soit, loin de là, mais la façon que tu le chantais, parfois, j'ai l'impression que tu es vraiment en train de nous raconter une histoire, un peu comme leur film un peu comédie musicale. Mais pour C'était moi, c'est un compliment que tu me OK, fais. c'est bon. Ah, c'est vrai. Il y a une de mes pièces, sans faire exprès, j'ai comme, utilisé une espèce de mélodie qu'il y a dans West Side Story, OK. dans l'air de Maria. C'est des musiciens qui ont joué avec moi la 1re version qui me l'ont fait remarquer, puis j'étais comme: «Ah ben, mais c'est parfait» parce qu'effectivement, c'est l'effet que je cherchais aussi, comme,
chanter, parler un petit peu, genre oui, je chante une chanson, mais je raconte une histoire, fait que c'est Parce qu'au début, j'étais comme: «Ah, c'est un peu comme du slam», tu sais? Je pensais un peu à Grand Corps Malade, tu sais? OK. Puis là, après ça, j'étais comme: «Mais c'est encore trop chanté», mais j'étais comme: «Ça me rappelle quelque chose», puis j'arrivais pas à mettre le doigt dessus, Mmh. juste que, je sais pas pourquoi, un moment donné, la chanson de Frozen m'est venue en tête et là, je me suis dit: «Oh, mais c'est ça, c'est exactement ça, c'est vraiment raconter quelque chose». Fait que je peux aller démarcher Walt Disney, tu penses que j'ai des Moi, je chances? pense que tu as quand même des chances. Non, mais c'est ça, c'est que j'ai l'impression que tu nous racontes vraiment Et quelque moi, je triperais chose. tellement chanter pour un Disney, là, genre, je passe une annonce, à c'est C'est le qui, temps, heu, vas-y. c'est qui maintenant qui s'occupe des studios Walt Disney? Ça a-tu été racheté par, Pixar? Pixar? Non, Je c'est suis autre pas chose ça. sûre de ça, non. En tout cas, on lance ça dans l'univers. Ouais, donc si un jour tu peux aller travailler pour Walt Disney, ça serait quelque chose que tu aimerais vraiment Chanter pour chanter. le prochain film, why not? Ou tu pourrais aussi travailler à Walt Disney quand ils font les spectacles. Waouh! Tu pourrais devenir une princesse Y a-tu là-bas. un Walt Disney, au Québec? Non, mais il y en a aux États-Unis ou en France. Ouais, ça reste une belle usine à capitalisme aussi, je sais pas à quel point je travaillerais là tous les jours de ma vie, mais C'est toi qui c'est toi qui as amené Walt c'est Disney, vrai. là. Je suis J'ai vraiment suivi la ambivalente vibe. dans mon discours. Ça m'a très étonnée. Comme, te connaissant un peu, je me suis dit, ah, ça m'étonne qu'elle m'ait pas sorti que c'est capitaliste et qu'elle ne ferait jamais ça. Mais, ouais. Donc, t'adorais ça parce que c'est un peu peut-être le côté un peu magique, un peu le côté. Peut-être parce que j'ai grandi avec ça aussi. Mais comme chanter la musique pour l'image, j'adore ça. Je vois des images quand je fais de la musique. J'adore faire de la musique pour la danse aussi, le mouvement, genre tout ce qui est comme extra musical, je trouve ça full inspirant. Parce qu'en 2021, justement, tu as créé Tsunami Ouais. pour Mutech. Mhm. C'était comment cette expérience-là? Parce que là, tu avais une danseuse, Stéphania, si je me trompe pas. Alors Stéphania, c'était la chorégraphe, Stéphania Scorina. Et on avait 3 interprètes. Donc, 3 danseuses, un artiste visuel, puis moi, la, performance, sonore, musicale. Et ça, c'est le projet. C'est un processus qui a duré 3 ans. Il y a eu plein de versions avant la version genre, 3 danseuses, parce que c'était en plein pandémie, donc j'ai commencé toute seule. Après ça, Stéphania était comme chorégraphe, puis interprète. Puis finalement, quand on a eu l'opportunité pour Mutech, on était comme: «OK, ben là, ça nous prend vraiment trois créatures». Puis c'était des créatures aquatiques. Donc j'ai fait faire, mouler des vases en verre soufflé avec des roches qui étaient moulées pour que les vases aient l'air de sortir littéralement de l'océan. Puis Wow. il y avait des hydrophones à l'intérieur. Donc les danseuses venaient vraiment faire des sons dans le vase. Puis ces sons-là, moi, je les reprenais, puis je les amplifiais, je mettais des effets à travers ça. C'était vraiment très, électroacoustique comme approche. Mais il y a quand même du beat, il y a quand même un truc un peu intense lié à cette montée de la vague, vraiment le créer une tension pour après ça faire une explosion comme un tsunami. C'était mon interprétation du tsunami. OK. Mais ouais, j'ai eu une chance infinie de faire ça à la 5e salle de la Place des Arts. Tu sais, c'est genre ma première à Mutech, puis là, on À me la 5e salle. ouais, non, c'était Et c'est une super salle parce que tu es proche du public en même temps. C'est ouais, c'est génial, cette salle. ouais, c'est grand, mais c'est pas immense, fait que tu vois les gens qui sont là, tu vois tous tes amis qui sont venus te voir. Puis il y avait comme une dizaine de techniciens qui étaient là pour m'aider. Genre, je me sentais vraiment comme une artiste. C'était alors que j'étais nobody, là, je venais d'arriver à Montréal depuis 2 ans, puis là, j'ai appliqué à Mutech en pleine pandémie, puis quand j'y repense, je suis comme: «C'est fou quand même comme, ce que genre Mutech, je trouve ça, tellement incroyable pour ça. Tu peux voir autant des artistes à renommée internationale que des gens comme moi qui Ouais. viennent de débarquer au Québec et qui ont une petite performance à c'est devenu une grosse performance, mais à la base, le portfolio que je leur ai envoyé, c'était pas, un truc aussi big. Mais en même temps, ça veut dire que Mutech laisse aussi la chance un peu à Exact. tout le monde. Ouais. Non, c'est C'est ça, c'est vrai. Il y a pas ce souci de s'assurer que genre, je vais vendre assez de billets, Puis en première partie, c'était, 2 artistes justement avec quand même une grosse réputation. Hem, puis moi, j'étais l'artiste,
locale, émergente, avec ma performance aquatique juste après. Mais ouais, non, Mutech pour ça, genre, je trouve ça vraiment, unique comme festival. Ça serait cool de sentir qu'il y a autant de place, autant d'inclusivité dans d'autres festivals de musique. Mais je crois aussi que peut-être, hem, l'esthétique est quand même très large dans Mutech. Il y a autant de full électroacoustique que du numérique à 100%, que du instrumental, que du performatif, que des installations, tu sais? Peut-être que c'est ça aussi qui donne un peu plus de champ libre pour la Mmh. programmation. Hem, mais en tout cas, j'ai eu de la chance, Ben, tant mieux. définitivement. Tant mieux, ça devait être une belle expérience. On avait commencé à parler de tes albums et on a passé du coq à l'âne. Mmh. Donc Dissonante, ça serait quoi l'évolution que tu dirais entre Dissonante et Entre Dissonante et les Chants de l'âme, j'ai vraiment fait un focus sur le jazz. Donc j'ai l'impression que Chants de l'âme a une esthétique un peu plus jazz, dans le sens qu'il y a souvent des moments, d'improvisation, peut-être dans la forme des pièces, qui rappellent un peu justement le côté, thème, impro-thème, même si mes tunes, c'est jamais thème, impro-thème, là, c'est genre, thème 1, 1er développement, improvisation, thème 2, coda, là, il y a plus de forme, puis on revient au thème, genre c'est un peu, explosif. Mais, je dirais aussi, hem, que les chants de l'âme, hem, les pièces ont été créées sur un cycle de 3 ans. Donc il y a quand même peut-être une cohérence un peu plus forte entre, par rapport à cet album-là. Dissonante, c'est un recueil de chansons que j'ai écrit entre, 2016 et 2021, ce qui est quand même assez large comme période de temps. Donc tu as à la fois des chansons qui sonnent assez, adolescentes, journal intime, avec beaucoup, beaucoup de textes, beaucoup d'élaboration, d'arrangements, de couches qui sont les unes sur les autres. Ça, c'est beaucoup, l'adolescente en moi. Et par contre, la pièce dissonante, justement, elle est un peu plus structurée déjà. Et finalement, les chants de l'âme, le but, c'était de repenser encore plus, de manière minimaliste, même si ça sonne, tu dis que ça sonne un peu Disney par moment, donc très arrangé pas toujours, sur toutes les mais pièces, mais je me rappelle, il y en a une que je me suis vraiment dit: «Ah, c'est comme si elle nous racontait une histoire, c'est comme si tu nous parlais vraiment». Tu sais, des fois, on écoute les chanteurs, puis, tu sais, ils nous chantent une chanson, mais toi, j'avais l'impression que tu nous expliquais quelque chose. mmh C'était comme pas le même feeling. mh. Ah, c'est intéressant que tu dis ça. Tu vas le réécouter, hein, là? J'avoue que je l'ai jamais réécouté du début à la fin volontairement depuis qu'il est sorti, parce que je l'ai juste trop écouté, Ouais. pour le mix, le montage, vidéo et tout là. Mais les chants de l'âme beaucoup plus introspectifs, alors que Dissonante sonne très introspectif aussi, mais les chants de l'âme, ça partait d'une intention, thérapeutique, de travailler, de processer des émotions à travers la musique. D'où des textes un peu plus travaillés dans les chants de l'âme, je te dirais. Puis, par contre, l'instrumentation, bah, elle est toujours avec, des cordes, une section rythmique de jazz, puis, pas de back vocals dans Chants de l'âme. Pas pour cette version-là, mais là, je suis en train de faire la version studio des Chants de l'âme. C'est ça, Donc, parce que dans le fond, l'album a été enregistré parce que tu avais eu une résidence. exact. J'ai eu la chance infinie de faire une résidence, au Centre d'expérimentation musicale à Chicoutimi. Donc pendant 1 mois, j'ai passé, mes journées à écrire de la musique et à la jouer avec les musiciens locaux. Et finalement, au bout de 1 mois, on a, présenté le spectacle à Chicoutimi. C'était enregistré, en multipiste et filmé avec 5 caméras, donc il y a des super belles images qui sont, Ouais, c'est sur vrai. la chaîne Je vous invite visuelle. à aller voir sur YouTube. On peut voir ça. Ouais. Et c'est ça c'était en 2023, mais depuis, la musique a évolué, j'ai réarrangé les choses pour mes musiciens, musiciennes, à Montréal. On a refait le show, on a fait comme le lancement montréalais cette année, en avril, 2025.
Puis, bientôt, il va y avoir, la sortie de cette nouvelle version-là aussi. Mais surtout, ça fait 1 an qu'on a commencé à enregistrer en studio. Donc pas les mêmes arrangements, pas la même instrumentation. Hem, Pourquoi avoir eu envie de refaire cet album-là plutôt qu'en faire un autre complètement différent? c'est une excellente question. Parce que, en fait, la résidence à la base, ça devait être une phase de création, une phase d'exploration, et non pas un produit fini. J'ai choisi de sortir l'album parce que je trouve que cette première version sonne super bien, puis j'avais envie en fait de la rendre accessible, même si c'est pas un produit, fait en studio, dans les règles de l'art. Je me suis rendu compte qu'en fait, il y a plein d'artistes qui sortent des albums live. Il y a plein d'albums live que j'écoute, que j'adore aussi. Je suis comme, il y a pas vraiment de règles, hein, dans ce milieu. Genre, on fait un peu ce qu'on veut. Puis là, j'avais pas sorti de quoi depuis Dissonante en 2021 et j'étais juste trop fière de tout ce travail qu'on avait fait. J'étais comme: «OK, on Let's go. c'est un album, ça sort en numérique». Mais genre cette musique-là est aussi vraiment faite pour le studio et le travail en studio, permet d'amener la musique complètement ailleurs. C'est une autre direction que j'adore et depuis le début, je sais que genre, il va y avoir la version studio des Chants de l'âme. Alors combien de temps est-ce qu'on va prendre à l'enregistrer? Peut-être ça va prendre encore, 2, 3, 4 ans, je le sais pas, mais là, il y a une tune qui s'en vient, cet hiver, je t'en avais parlé. Puis il y a Oui. un vidéoclip qui s'en vient avec ça aussi. C'est quelle pièce qui s'en vient? C'est la pièce «Le cœur de l'aube», une pièce sur l'insomnie et j'ai eu la chance de faire un vidéoclip avec une danseuse qui s'appelle Jeanne Miette. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu? Parce que je sais que tu es très excitée de ce vidéoclip-là. Pourquoi d'ailleurs tu es si est-ce que c'est pas ton premier vidéoclip, mais pourquoi que celui-là, il vient te chercher peut-être davantage ou? Parce que c'est un vidéoclip qui s'apparente plus au court-métrage qu'au vidéoclip de musique, par tradition, tu sais? Genre, j'ai rencontré une réalisatrice, qui s'appelle Flavie Trudeau, qui étudie en cinéma. Puis, je lui ai parlé de mon projet et on a décidé de faire un vidéoclip, vraiment dans une direction un peu surnaturelle, genre pour représenter cet état de rêve, de demi-sommeil qu'on a quand on fait des insomnies, justement. Ce qui fait qu'en fait, on n'est pas dans un vidéoclip où genre on me voit chanter avec un beau paysage en Mmh. arrière. On va me voir chanter, mais il y a aussi toute une histoire qui est racontée, une mise en abîme avec le fait que le cœur de l'aube, c'est le chant des oiseaux qui, qu'on entend genre à 4-5 heures du matin Et que tu et réalises que tu as toujours pas et que tu réalises dormi. que tu as toujours pas dormi à cause de ça. Fait que, il y a une période de ma vie où je faisais beaucoup d'insomnie, puis ce cœur de l'aube, ça devenait mon cauchemar et quand j'ai écrit cette tune-là, j'étais comme: «OK, comment est-ce que je peux approcher cette thématique avec douceur et poésie?» Et donc là, j'ai pensé à faire quelque chose basé autour de ces sons d'oiseaux, tout simplement. Et dans le vidéoclip, il y a une artiste, qui s'appelle Jeanne Miette, qui est danseuse, qui représente le fameux oiseau et tout au long du vidéoclip, on voit notre relation, amour-haine un petit peu se développer, mais vraiment, sans être dans un cliché quelconque. Donc c'est assez, heu, on prend pas vraiment le public par la main dans ce vidéo-là. D'ailleurs, il y a un petit extrait d'une première version qu'on pourra diffuser en exclusivité, Oui, à Pamplemousse Sucré. on va le mettre sur le Mmh. dans le balado. Yeah. Beh, c'est ça, la réalisatrice a vraiment comme sélectionné, elle a comme dessiné ses plans en avance par rapport à l'histoire qu'on voulait raconter avec cette, pièce-là et certains plans sont faits pour déjà raconter une histoire, juste la manière dont genre, on est placé dans l'espace, comment Mmh. est-ce qu'il y a le cadrage qui est fait, puis tout ça en fait, c'est un travail que j'avais jamais vraiment fait. Tu sais, genre, c'est pas juste on filme parce qu'il faut qu'on me voit chanter, c'est genre on filme d'une certaine manière parce qu'on veut raconter une histoire
avec tel décor, avec tel placement du corps, telle émotion dans le regard. Genre, c'est vraiment... Le travail de réalisateur, c'est extrêmement compliqué. c'est Faut être super un créatif et métier. penser à en fait, à tous les petits détails techniques en même temps, tu sais, C'est parce pour que ça ce que, qu'on a ouais, dans notre tête versus ce qu'on peut faire et tout. ouais, c'est pour ça que, genre, tourner 3 plans, ça nous a pris peut-être 3 heures le premier soir. Puis on a tourné deux jours dans la forêt. Donc ça, c'était le fun. D'être vraiment dans les couleurs de l'automne. Tu sais, genre une semaine avant qu'il se mette à neiger, on était dehors. Avec une super équipe d'étudiants et étudiantes super motivés. Et finalement, le dernier jour, on a fait ça chez une amie, dans sa chambre à coucher, pour recréer le scénario de l'insomnie qui t'empêche de dormir, mais en insérant des scènes surnaturelles à l'intérieur, un petit peu à la Tim Burton, je Est-ce que c'était dirais. ton idée, ça? Ou Ça, c'était c'était son idée. son idée à Ah ouais, elle? moi, OK. Tu lui as donné carte blanche? ouais, j'ai fait le pitch, voilà, ça parle de ça. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Puis j'avais vu déjà ses précédentes réalisations, puis genre, son univers m'avait convaincu que, OK, on va pouvoir faire quelque chose qui fit avec ma pièce. Fait que ça va être la première fois que je vais sortir un vidéoclip qui est comme un mini court-métrage, là, je te dirais. Et c'est... J'ai super hâte de le voir. Moi aussi, ça apporte complètement une autre dimension à la musique. Et une fois de plus, pour moi, toutes les formes d'art se complètent et s'entremêlent. Donc, ouais, j'ai très hâte de vous montrer ça. Est-ce que dans ce clip, tu fais de la danse aussi? Est-ce que tu vas danser? Je dirais pas que je danse, mais je me fais un peu manipuler par Jeanne, qui, elle, est une danseuse qui sait danser. Moi, j'essaie d'apprendre à bouger avec mon corps. Je suis pas encore rendue à un stade où je suis confortable, OK. mais de plus en plus, je te dirais que j'essaye de danser. OK. Je dirais jamais que je danse, mais j'essaie. OK, OK. Donc, work in progress de ce Work côté-là, in progress. mais ça te permet de te libérer et t'apprécies bien. Ouais, ça fait tellement du bien, jusqu'au moment où tu te vois dans un miroir et tu es comme: «Oh mon Dieu, mes bras sont tellement grands, je sais pas quoi faire avec ça». Mais oui, définitivement, le mouvement, tu sais, genre, je fais beaucoup de sports aquatiques, de yoga, j'ai besoin de mouvement au quotidien pour me sentir bien dans mon corps et je sens que la danse, c'est quelque chose qu'il faut que je continue d'explorer, définitivement. Fait qu'on en écoute un extrait. Les oiseaux réveillent ma conscience. Le balado s'appelle Pamplemousse sucré. Donc, il y a des questions sucrées et il y a des questions amères. Tu as le droit à 3 questions. Vers toi, c'est les questions amères. Vers moi, c'est les questions sucrées. T'en piges une à la fois. Puis, tu lui réponds. Waouh! Je vais commencer par du sucre, parce que j'aime bien le sucre. Voilà. Wow! Avec qui rêves-tu d'avoir une conversation? J'adore cette question. Avec Björk, définitivement. Qu'est-ce que tu aimes tant avec cet artiste? Parce que t'en parles beaucoup, beaucoup, beaucoup d'elle. Ben, c'est simple, dès que j'ai un doute sur mon cheminement artistique, j'écoute des interviews de Björk et je me rends compte qu'elle est tellement alignée constamment dans sa démarche que j'ai l'impression que l'écouter parler, ça me réaligne dans mon OK. cheminement parce que je suis quelqu'un qui doute énormément. Je pense que tous les artistes de ce monde doutent en permanence parce qu'il n'y a jamais un seul chemin possible. Mais on est souvent tiraillés par des forces un peu opposées. Donc des fois, c'est genre, OK, voici le choix stratégique qu'il faudrait que je fasse. Mhm. Et voici le choix un peu comme plus
authentique. Émotionnel, authentique. Et on deal un petit peu entre ces deux forces contraires parce qu'on n'a pas le choix. Des fois, c'est juste... il faut penser un peu au long terme, stratégiquement, surtout quand on veut avoir une stratégie pour sa visibilité, tout simplement. Euh, mais tu vois, dès que j'écoute Björk, j'ai l'impression que ces questions-là, c'est pas du tout ça qui est au centre de sa pratique. C'est vraiment quelqu'un qui est engagé spirituellement dans son art depuis le départ. J'ai pas l'impression à aucun moment elle se soit posé la question de la stratégie, même si elle a clairement surfé sur des esthétiques, tu sais, genre son premier album dans les années 90, son premier album solo en 93. euh, dans lequel il y a le titre Big Time Sensuality. Il surfe sur la vibe disco pop des années 90, puis t'es comme, ben, c'est sûr que ça allait marcher, tu sais, genre, Ouais. mais je pense pas que c'était une stratégie. Je pense qu'elle a trouvé un moyen d'expression à travers cette esthétique, tu vois. Donc, je crois pas. Je pense qu'elle a dû être conseillée par une équipe, certainement, parce que c'est une artiste qui je veux dire, elle vend des albums, elle en vend plein, là, genre c'est Oui. une business, Björk aussi, mais je sais pas, quand je l'écoute parler, je sens que tout est fait pour... y a aucun compromis n'est fait dans sa musique. Et j'ai l'impression que si je parle avec elle, ne serait-ce qu'une heure dans ma vie, peut-être que ça changera peut-être ma destinée. Je le sais pas. Puis sinon, peut-être une autre personne, euh, peut-être mon mentor, qui n'est plus de ce monde, qui nous a quittés il y a 2 ans, avec qui justement j'avais des, des conversations un peu existentielles sur mes choix de vie. Puis c'est ça, depuis qu'il est plus là, ça m'apprend à me faire confiance sur mes choix. Mais j'avoue qu'il y a des fois, j'aimerais bien juste être comme, ah, si seulement je pouvais lui poser cette question-là. Fait que Ouais. c'est ça. OK. Est-ce qu'il y On a... passe à, Ouais, une autre, l'acidulé. comme tu veux. Oh là là. Comment vis-tu le processus de trouver les artistes avec qui collaborer? Moi, j'adore ce processus. J'adore ce processus parce qu'il y a... euh, parce que j'ai beaucoup de projets différents avec des esthétiques différentes. Et j'adore ce moment où je me dis, oh, pour tel projet, je pourrais proposer à telle personne de faire ceci, cela. Mhm. C'est comme... C'est comme si tu faisais déjà des listes à l'avance, en ouais, fait. mais j'en fais déjà, en fait. Genre, j'ai déjà ma liste de, OK, personne avec qui j'aimerais improviser, personne avec qui j'aimerais faire des projets pluridisciplinaires. Genre, j'ai tellement plein d'envies en permanence que je fais des listes depuis toujours. Pour me garantir que ces idées-là, ces envies-là ont une possibilité d'exister un jour ou l'autre. Je pense qu'on est nombreux à faire ça. Je sais pas si tu fais des listes aussi dans la vie. Moi, c'est surtout quand je vais voir des concerts. Ah! Ouais, parce qu'en fait, j'aime bien des fois puis des fois, c'est aussi, tu sais, les artistes qui viennent ici sur le balado, pour vrai, il y en a que tu sais, toi, je t'ai connu quand j'animais Jazz Actuel, mais parfois, c'est tout simplement, je marche dans la rue, il y a un artiste qui vend des dessins, quelque chose, puis je suis juste comme: «Hey», tu sais, je vais parler à cet artiste-là, tu sais, puis c'est ça que j'aime, c'est de pouvoir Mmh. connaître des gens Mhm. qui sortent un peu, j'ai envie de dire peut-être un peu de nulle part. Fait que des fois, je vais voir des concerts, mettons, ah, telle personne fait une première partie ou tu sais, tu vas voir une pièce de théâtre, puis t'es comme, OK, c'était pas le personnage principal, mais elle, j'ai remarqué qu'est-ce qu'elle faisait. Mhm. Je prends une petite note, puis je me dis, ah, un jour peut-être, tu sais, comme où je vais les suivre, je vais regarder ce qu'ils font et tout. Et éventuellement, je me disais, ce sera peut-être ces artistes-là qui Mhm. viendront sur le balado. Ouais, Mais oui. j'aime bien, en fait, vraiment aller explorer différents milieux créatifs, puis me dire, ah, OK, cette personne-là, j'ai trouvé qu'elle se démarquait et tout, et là, l'inviter. Mais ça, parce que tu saisis, genre, le, l'espèce de richesse de parcours, d'expérience et de pratique de ces gens-là que tu vois Et en fait, ce que en j'adore show. aussi, c'est que, honnêtement, quand je m'en vais, mettons,
ou tu sais, par exemple, dans la foire, tu sais, mais pas la foire, mais des fois, il y a des marchés. Mettons, marché de Noël, marché puis là, il y a des gens qui font de l'artisanat. Tu sais, les gens me voient arriver. C'est pas tout le monde qui connaît pamplemousse sucré, là. Bon, éventuellement, peut-être que ça va être le cas, mais des fois, ils connaissent pas. Puis c'est juste le fait que je commence à leur parler. Et tu sais, eux, là, ils ont pas la pression de l'entrevue et tout. Fait que là, je peux vraiment voir la personne. Est-ce qu'elle est capable de livrer quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose derrière? Et là, ils se mettent à parler. Je me dis, ah, ça, c'est intéressant. Ça, un Hmm. peu moins. Puis là c'est là que je me dis, OK, telle personne. Tu sais, parce qu'il y en a des fois qui font des trucs, c'est super nice, mais malheureusement, ils ont de la misère à bien exprimer. Fait que Mhm. je creuse, mais tu sais, on voit après, mais Tu leur fais c'est passer une audition sans qu'ils s'en rendent compte. ouais, As-tu fait ça avec moi? non. J'ai pas fait ça avec toi, mais c'est ça, souvent, ça va être, à ce moment-là dans les J'avais fait une pré-audition quand même à Jazz Actuel, plus ou moins. ouais, Ah, c'est le fun que tu dises ça parce que tu sais, il y a toujours cette espèce de scénario dans notre tête de genre, ah, peut-être qu'un jour, dans un cadre complètement pas professionnel, je vais rencontrer une journaliste, puis là, il faut que je sois prête, tu sais, genre, il y a un peu ce truc, bon, je pense que ça existe plus trop maintenant, mais il y a tellement d'artistes qui se sont fait découvrir dans des contextes comme ça mmh, sur un marché de Noël que genre, c'est, c'est ouais. drôle que tu dises littéralement, ben Mais moi, genre, puis dans je des trouve marchés qu'il de y a Noël. quelque chose de très de super le fun dans ces moments-là parce que la personne, elle m'en parle comme si c'était une future cliente ou quoi que ce soit. Donc, tu sais, elle a pas de stress. Voilà. Tu as droit à une Yo, dernière. Est-ce que tu restes dans le sucré ou dans la mer? dans la mer. Parce que j'adore le pamplemousse. J'adore l'amertume du pamplemousse. As-tu parfois peur de trop te dévoiler au public? Ça, c'est vraiment une bonne question pour moi. Oui. Oh my God. Elles sont pensées pour C'est vrai? chacun de vous. Oui. Waouh. Ouais. C'est tellement le fun. Elles sont Le sens personnalisées. du détail, j'aime ça. Bah oui, j'ai clairement peur de trop me dévoiler au public et je travaille vraiment sur ça parce que euh, les chants de l'âme, à la base, c'est un peu ma psychanalyse musicale. Et au début, je racontais absolument tout de l'expérience au public. Puis les réactions sont de oh bah des gens qui genre le mieux c'est quand les gens se reconnaissent dans ce que j'ai vécu puis viennent me parler de leurs Mhm. émotions après le concert. Ça fait des beaux moments de vulnérabilité. Puis le pire, c'est quand les gens trouvent que je parle trop et que je les vois bâiller et que je sens que, OK, là, les gens sont pas venus pour t'entendre raconter ta vie, genre, ils veulent écouter ta musique. Et donc, depuis 2023, j'essaie de, quand je présente les pièces des Chants de l'âme, de parler de la thématique globale, mais de pas m'étaler autant qu'avant. Parce que, tu sais, j'ai rédigé un mémoire. C'était aussi mon projet de maîtrise, en fait, les Chants de l'âme. Oh, wow. OK. Ouais. Fait que là, j'ai dû vraiment comme, ça aussi, c'était une expérience un petit peu, très challengeante parce que ma première version de mon mémoire, j'ai foncé, genre, j'ai vraiment étalé toute la vérité sur le pourquoi du comment de telle chanson, de telle expérience vécue et en fait, je parlais plus de ce que j'avais vécu humainement que de la musique en Ça te tant que fait pas telle. peur, des fois, de dévoiler comme ça, d'avoir peur que les gens l'utilisent contre toi? Ben en fait, genre, c'est ça que j'ai compris, quand on m'a fait réécrire mon mémoire Oh! du début à la fin, qu'effectivement, peut-être que dans 10 ans parce que là, en ce moment, je suis très confortable avec ça, mais un peu moins qu'il y a 2 ans et peut-être que dans 10 ans, je serai plus du tout confortable avec le fait que, bah, les gens savent, que voici, avec toute cette vulnérabilité que j'exploite année après année parce que c'est la base de ma Mhm. créativité. Mais je pense qu'effectivement, il faut, bah, surtout quand on conserve, on enregistre et on fixe ces émotions-là dans un contenu audio ou vidéo, comme en ce moment, toujours avoir cette conscience de, OK, ben, si dans 10 ans, quelqu'un l'écoute, est-ce que tu as envie qu'il sache ça de toi? Et maintenant, grâce à cette réécriture totale de mémoire qui m'a pris des mois de ma vie, je pense à ce côté éthique de protection et de, oui, pas trop en dévoiler. Mais je me fais violence parce que je suis quelqu'un qui adore être intime
avec les gens émotionnellement, en fait. C'est ça qui m'intéresse dans les relations, d'aller vite vers cette intimité-là. Mhm. Mais je crois que c'est pas nécessaire d'être là-dedans avec un public. Les gens aiment que je leur explique le contexte et la thématique, mais je pense que ça suffit. Donc voilà, je travaille sur ça. Et oui, j'ai peur de trop me dévoiler au public. La réponse est oui. Pour la prochaine question, âme sensible, s'abstenir. T'as déjà mis de l'eau dans un violon? Est-ce que t'as écouté John Cage dans ta vie qui faisait le piano préparé? Ouais. Ça t'a marqué, hein? Ça m'a inspirée, c'est sûr. Ouais, hein? Mais comment t'as su ça? Je l'ai-tu mis quelque part? Je sais plus où je l'ai lu, mais je l'ai lu Oh my quelque part. God. Mais oui, pour Tsunami, les tout débuts de Tsunami, je voulais explorer. En fait, c'est ça. Non, c'est surtout, j'ai vu une vidéo d'une performance musicale d'un band qui enregistre dans l'eau, dans une piscine avec des micros waterproof. Et j'avais envie d'explorer ça. Fait que j'étais comme, oh, ben, on va essayer. Le problème, c'est que ce que j'avais pas compris, c'est que le fait de mettre de l'eau dans la caisse de résonance de l'instrument, ça va juste l'empêcher de résonner, mais ça va pas affecter la vibration de la corde sur le chevalet qui crée le son de l'instrument. Fait qu'en fait qu'en fait, ça sert à rien. en fait, ça sert à rien. En fait, j'ai scrappé un violon. C'était un violon que j'avais trouvé à la foire de Saint-Michel, là, genre le marché aux puces. C'était vraiment un mauvais violon, paix à son âme. Il a fini par se décoller, puis ouais, j'ai dû aussi, genre, l'ouvrir un petit peu parce que le micro rentrait pas dedans. En tout cas, genre, vraiment, ça, c'est mes moments un peu adolescente qui réfléchit pas et qui fait les choses parce De qu'il... façon impulsive. Voilà. Mais est-ce que J'ai t'as changé. Mais est-ce que tu as envie peut-être d'essayer justement de modifier un peu peut-être d'autres instruments en réfléchissant et en sachant que ça va pas le détruire? Quoique ce violon qui est maintenant en morceaux, peut-être que ça pourrait être donné à un artiste qui pourrait faire une œuvre d'art dessus. C'est Une une excellente peinture. idée. C'est vraiment une super idée. Pour vrai, oui. Faudrait que je le ressorte pour lui donner une seconde vie digne. Ouais. Mais attends, c'est quoi que tu disais avant? Qu'est-ce que je disais avant? Est-ce que... Impulsivité, adolescence, je voulais Ah oui, est-ce que rebondir tu as sur envie, ça. est-ce que tu as envie de modifier d'autres instruments et Ah oui, justement sans nécessairement que ça va les détruire cette fois-là, mais juste pour amener un son varié? oui. Oui, oui. Surtout les instruments acoustiques, ça reste des caisses de résonance, puis genre, dépendamment de l'outil avec lequel tu les fais résonner, tu sais, genre la batterie, c'est un bon exemple. Genre, un élément de percussion, tu peux le faire résonner avec tes mains, avec différentes baguettes, en différents matériaux, puis ça change complètement le son. Puis les instruments à cordes, je pense qu'il y a un potentiel d'exploration sonore qui est Mhm. assez infini aussi. Et je pense qu'il y avait peut-être un truc un peu plus symbolique dans le fait d'avoir maltraité ce violon. Je pense que j'ai peut-être fait une catharsis de genre mes années de conservatoire à quelque part. Je me dis peut-être que j'ai comme fait l'antipode de ce que je fais avec mon bon violon que je joue depuis super longtemps, avec lequel je joue de la musique Ouais. plus traditionnelle. Puis ce petit violon scrap que j'ai maltraité, que j'étais comme... Non, t'as aussi une vocation à l'exploration et on va te mettre de l'eau dedans, puis c'est ça. Mais pour vrai, genre, je t'enverrai le vidéo de cette performance de ce groupe qui joue dans Dans l'eau. l'eau. C'est complètement mystique, en fait, le résultat. Ben ouais, je vais écouter ça. Parce que, Ben en tu sais, fait, on genre, pourra en mettre un extrait dans le... On pourra en mettre un extrait dans le podcast. On va amener les gens tu dans... vas perdre tous tes auditeurs si tu fais ça. Non, il faut explorer, il faut découvrir dans la vie, c'est important. Bon, Donc, on parfait. mettra un petit extrait un peu pour que les gens voient de c'est quoi qu'on parlait et où t'étais toi aussi. Qu'est-ce que toi, tu voulais créer avec ça? Tu sais, Ouais. ça va donner une idée aux gens. Mhm. J'ai peut-être envie qu'on parle de
Une autre pièce de ton dernier album, Les Chants de l'âme, quelle pièce t'aurais envie qu'on parle? Mmh, on peut parler de la dernière qui s'appelle The Path to Self-Acceptance, OK. qui est comme le point final de l'album, qui est une phrase en fait issue d'un livre qui a un peu changé ma vie sur le travail de, de l'estime de soi. Parce qu'il y a en fait beaucoup de nos sentiments sont reliés à la manière dont on se perçoit un peu dans la vie. Et il y a juste cette phrase dans ce livre qui m'a vraiment bouleversée, c'est We increase or prolong our misery by the way we try to eradicate it. Donc, on augmente ou on prolonge, c'est mal traduit là, notre détresse émotionnelle par les moyens qu'on utilise pour l'éradiquer. Et sur le coup, quand j'ai lu cette phrase, j'étais comme, mais c'est exactement ce que je fais dans ma vie. Tu sais, genre le fait de vraiment comme, oh, j'aime pas cette émotion, je la mets dans un coin, je l'éradique. Mais après, tu les ressors toutes en musique. Exactement. Mais je sais pas pourquoi cette phrase-là m'a plu. Et c'est la seule phrase de cette pièce-là. Il y en a pas d'autres. Après ça, c'est plus comme de l'improvisation vocale, on va dire. Oui, parce que t'en fais beaucoup, ça aussi. L'improvisation vocale, c'est quelque chose que j'ai remarqué parce que aussi, des fois, tu joues du violon et tu fais de l'improvisation vocale. Je te lève mon chapeau d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Dans la pièce Kindness, c'est violon et voix. Mais dans The Path to Self-Acceptance, il y a juste une phrase. Et autour de cette phrase, il y a toute une construction, une architecture, je dirais, rythmique, dans lequel chaque instrument s'imbrique. Et ça ressemble vraiment à des pièces comme Music for 18 Musicians de Steve Reich, par exemple. Et j'ai l'impression que j'ai fait un peu une rencontre entre la chanson et la musique répétitive dans cette pièce-là. Puis on développe une trance. On finit par faire de la drum and bass. Puis on finit par avoir envie de danser. Et en fait, c'est le lien vraiment entre le côté je suis coincée dans mes émotions, je les accepte pas. Puis là, genre, je pars en transe. Et là, je me mets à danser. Puis là, mon ego s'éteint. Puis là, ça y est, je me libère. Il y a ce côté thérapeutique-là qui, qui existe juste grâce à la musique et pas tant au texte dans cette pièce-là. Fait que si tu le réécoutes, c'est vraiment pour moi la pièce qui sort le plus du lot. Puis qui est vraiment le fun à jouer. C'est un gros challenge rythmique pour les musiciens, mais ça t'oblige à être en transe parce que tu joues la même chose pendant genre 10 minutes. Mais ça se construit autour de cette répétition-là. Puis ouais, c'est vraiment l'effet de transe qui se crée petit à petit. Et Steve Wright, il parle de cet aspect thérapeutique de la transe dans un contexte musical, justement. Puis ça rappelle aussi le côté chamanique, un petit peu, de la transe. Mhm. Puis c'est là, en fait, que je fais le lien entre, OK, mais tout ça part vraiment de quelque chose qui existe depuis toujours en musique. La trance, la percussion, la répétition, Mhm. c'est genre, c'est... On est réceptif à ça depuis toujours en tant qu'être humain. Les animaux aussi, peut-être, je le sais pas. Peut-être qu'ils font des rituels chamaniques. En tout On cas, pourrait faire des recherches sur ça. c'est comme un... Cette pièce-là, c'est un rituel chamanique du 21e siècle, si je peux dire. Je comprends. Fait qu'on va en écouter un petit extrait, puis on revient par la suite. Increase or prolong our misery.
au cours des prochains mois? Qu'est-ce qui t'attend? Alors, le 6 décembre, il va y avoir une diffusion d'un live stream, en live stream, de la captation du spectacle Les Chants de l'âme version orchestrale. Ok. Donc, le lancement montréalais qu'on a fait en avril 2025 va être diffusé à l'international, partout dans le monde. Oh wow! Oui, puis c'est ça sera à 19h, heure de Montréal. Fait que faites vos calculs par rapport aux autres fuseaux horaires, mais ça va être en rediffusion après aussi. C'est le festival 24 1900, 24 1900. Ça vient de l'Angleterre. C'est un monsieur qui s'appelle Mark qui fait ce festival depuis plusieurs années. Et en fait, c'est le fun. Il réunit des artistes de partout dans le monde, de tous les continents, puis il les diffuse à 19h, heure locale de chacun des artistes. Fait que genre, à toutes les heures, il y a des artistes de partout dans le monde qui sont en live Wow! stream. Ouais, puis c'est que des artistes indépendants, pas de label. Donc, c'est une occasion de voir la version orchestrale live des Chants de l'âme, le 6 décembre à 19h, heure de Montréal. Et sinon, cet hiver, date précise à définir, on dira mars-avril 2026, sortie du Cœur de l'Aube, le vidéoclip. Puis c'est ça, pour les prochaines dates qui sont pas encore officielles, je vais les annoncer sur mes réseaux. Ben, on suit ta carrière. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui à Pamplemousse Sucré. Merci de m'avoir reçu. Bonne continuité. Yeah, merci. Pour pouvoir suivre sa carrière artistique, vous trouverez toutes les informations dans la description du balado. Je suis Maude Ravenel, merci d'avoir écouté Pamplemousse Sucré et au plaisir de vous revoir dans le prochain épisode.